On nous a appris que l'agriculture est difficile, que nourrir une population exige un travail éreintant et que l'histoire de la civilisation est celle de l'humanité luttant contre la nature pour extraire de la nourriture d'une terre récalcitrante, labourer, semer, désherber, arroser, récolter, saison après saison, un labeur acharné pour produire juste assez de nourriture pour survivre. Nous acceptons cela comme l'ordre naturel des choses, le prix inévitable de la civilisation. Et si ce n'était pas vrai? Et si un système de production alimentaire si avancé, si sophistiqué, si fondamentalement différent de nos pratiques actuelles existait, capable de nourrir des millions de personnes presque sans effort? Et si les difficultés agricoles dont nous avons hérité n'étaient pas l'état naturel de la production alimentaire, mais une régression catastrophique par rapport à un système bien meilleur? J'ai entamé cette enquête en posant une question simple à laquelle personne ne semblait pouvoir répondre. Comment les villes pré-industrielles se nourrissaient-elles? Plus j'avançais dans mes recherches, plus les explications officielles s'effondraient. Les chiffres ne collaient pas. La logistique était impossible, l'infrastructure n'existait pas, et pourtant, les villes existaient. Les populations étaient nourries, d'une manière ou d'une autre. La réponse, je crois, se trouve dans ce que j'appelle les jardins de Tartarie, un système agricole si différent de l'agriculture moderne qu'il est méconnaissable lorsqu'on en voit les vestiges. Une technologie de production alimentaire qui rendait superflu le labeur éreintant de l'agriculture conventionnelle. Les preuves sont pourtant évidentes. Dans ces grandes serres qui n'ont jamais rempli leur fonction officielle, dans ces structures complexes qui ont fleuri dans toutes les grandes villes, dans ces jardins botaniques dont la véritable vocation a été délibérément occultée, dans cette connaissance pointue des plantes et des systèmes de culture, censés être perdus, mais peut-être intentionnellement étouffés. Je vais commencer par le problème de l'alimentation, car l'ampleur de cette impossibilité est rarement prise en compte. Prenons l'exemple de Londres, en 1800, une ville d'environ 1 million d'habitants. La plus grande concentration urbaine au monde à cette époque. Chaque personne a besoin d'environ 2000 calories par jour pour survivre. 1 million de personnes ont besoin de 2 milliards de calories par jour, soit 730 milliards de calories par an. D'où proviennent ces aliments? La réponse officielle est la campagne environnante. Des fermes situées à une distance raisonnable de la ville produisent des céréales, des légumes, de la viande et des produits laitiers. Un réseau de fournisseurs approvisionne la métropole affamée. Mais la logique de cette explication ne tient pas la route. En 1800, les transports se faisaient à cheval ou en charrette. Les routes étaient rudimentaires. La réfrigération n'existait pas. Les aliments frais se gâtaient rapidement. Le rayon d'approvisionnement des villes était donc très limité. Calculer la superficie des terres agricoles accessibles par voie de transport raisonnable depuis Londres. Calculer les rendements atteignables avec les techniques agricoles du début du 19e siècle. Calculer le pourcentage de cette récolte qui pourrait être consommée après transport jusqu'au marché. Les chiffres sont insuffisants, gravement insuffisants. La campagne environnante ne pourrait tout simplement pas produire assez de nourriture, la transporter assez rapidement et la livrer suffisamment fraîche pour nourrir 1 million de personnes. Pourtant, Londres existait, sa population augmentait, les gens mangeaient. Comment? La réponse historique classique à cette question implique une série de nuances et de complications. On consommait moins de nourriture qu'on ne le pense. La malnutrition était fréquente. Les plus pauvres survivaient avec un minimum de calories. L'approvisionnement alimentaire était complété par des importations. Les techniques de conservation ont permis d'élargir la gamme des ressources alimentaires viables. Chaque condition contribue à réduire l'impossibilité. Ensemble, elles sont censées la résoudre. Mais ces qualifications créent leurs propres problèmes. Si les populations urbaines souffraient de malnutrition chronique, comment pouvaient-elles accomplir le travail physique intense qu'exigeait l'industrialisation? Des ouvriers malnutris ne peuvent pas faire fonctionner des usines 12 heures par jour. Si les importations complétaient l'offre locale, comment étaient-elles transportées à travers les océans sans réfrigération? Comment les céréales pouvaient-elles survivre des mois en mer sans se gâter? Si les techniques de conservation ont permis d'étendre les zones de production viables, quelles étaient ces techniques? Le salage et le fumage fonctionnent pour certains aliments, mais en détruisent d'autres. On ne peut pas saler une tomate ni fumer une laitue. Ces explications n'expliquent rien. Elles ne font que reporter le problème sans le résoudre. Il se passait autre chose, quelque chose que l'histoire officielle ne reconnaît pas. Considérons maintenant les preuves architecturales que les historiens préfèrent ne pas aborder. Chaque grande ville du 19e siècle possédait d'élaborées structures de verre, serres, palmiers, palais de cristal, d'énormes bâtiments de fer et de verre, couvrant souvent des hectares. On nous dit qu'il s'agissait d'espaces ornementaux, destinés à accueillir des plantes exotiques. Symboles de puissance impériale et de collection botanique, ces lieux représentaient un passe-temps onéreux pour les sociétés aisées, affichant leur maîtrise d'une nature lointaine. Mais examinez ces structures plus attentivement.
Observez leur ampleur, observez leur sophistication, observez leur répartition. La serre aux palmiers des jardins botaniques royaux de Kew, à Londres, s'étend sur plus de 1500 mètres carrés. Elle maintient une température tropicale toute l'année grâce au chauffage solaire passif et à une ventilation sophistiquée. Sa construction en 1848 a nécessité des prouesses d'ingénierie considérées comme à la pointe du progrès. Des structures similaires sont apparues simultanément dans des villes d'Europe et d'Amérique du Nord. Berlin, Paris, Vienne, New York, Boston, San Francisco. Chaque ville érigeait d'élégantes maisons de verre d'une sophistication remarquable. Ces plantes n'étaient-elles que des ornements? Les sociétés qui peinaient à nourrir leur population consacraient-elles réellement d'énormes ressources à l'exposition de plantes exotiques, ou bien ces structures servait-elle un but plus pratique, un but délibérément occulté? La technologie de ces serres mérite d'être examinée. Les serres modernes sont relativement simples. Panneaux de verre ou de plastique, système de chauffage, ventilation basique et espaces de culture permettant de prolonger la saison et de protéger les plantes des intempéries. Les serres du 19e siècle étaient d'une toute autre nature. Ils étaient dotés de systèmes de climatisation sophistiqués qui maintenaient des plages de température et d'humidité précises sans recourir aux technologies modernes. Des systèmes de ventilation faisaient circuler l'air à travers des circuits complexes. Des systèmes de chauffage répartissaient la chaleur uniformément dans d'immenses espaces. Des systèmes d'irrigation acheminaient l'eau aux plantes selon des procédés que nous ne comprenons pas encore pleinement. L'ingénierie était extraordinaire, et elle est apparue simultanément dans des villes du monde entier, comme s'il s'agissait de la mise en œuvre d'un modèle préexistant plutôt que de solutions développées indépendamment. D'où vient cette technologie? Comment des sociétés qui peinaient, soi-disant, à maîtriser les processus industriels de base, ont-elles soudainement acquis une maîtrise aussi sophistiquée de la géotechnique? La version officielle attribue cette innovation au travail d'ingénieurs visionnaires et d'horticulteurs déterminés. Une innovation nourrie par la passion victorienne pour les collections botaniques. Mais l'innovation ne fonctionne pas ainsi. Elle se développe progressivement, parsemée d'essais et d'échecs. Elle n'apparaît pas pleinement formée en plusieurs endroits simultanément. À moins qu'il ne s'agisse pas d'innovation du tout, à moins qu'il ne s'agisse d'un héritage, une technologie transmise par un prédécesseur plus avancé, mise en œuvre par des personnes qui ne comprenaient pas pleinement ce qu'elles construisaient. Les jardins botaniques eux-mêmes soulèvent des questions similaires. Au XIXe siècle, toutes les grandes villes ont créé des jardins botaniques. On nous dit qu'ils avaient une vocation scientifique, recenser les espèces végétales, soutenir la recherche médicale, et sensibiliser le public à la biodiversité. Mais l'ampleur et la conception de ces jardins suggèrent autre chose. Il ne s'agissait pas simplement de collections de plantes intéressantes. C'étaient des systèmes de culture sophistiqués dotés de multiples microclimats, d'un système d'irrigation avancé et d'aménagement délibéré qui optimisait la santé et la productivité des plantes. Les jardins botaniques royaux de Kew s'étendent sur plus de 120 hectares. Ils abritent non seulement des parterres d'exposition, mais aussi d'importantes exploitations agricoles, des installations de multiplication, des banques de semences et des stations de recherche. Des jardins botaniques similaires ont vu le jour dans des villes du monde entier, Melbourne, Sydney, Singapour, Le Cap, Montréal. Chacun d'eux présente la même combinaison d'espaces d'exposition et d'installations de production. S'agissait-il réellement de simples institutions scientifiques? Où étaient-elles les vestiges visibles d'un système agricole beaucoup plus vaste? Et si les jardins botaniques que nous visitons en tant que touristes avaient été autrefois des centres de production alimentaire urbaine? Et si les serres et les conservatoires n'étaient pas du tout ornementaux, mais constituaient l'infrastructure d'une technologie de culture sophistiquée? Le système agricole tartare, tel que je l'ai reconstitué à partir de preuves fragmentaires, fonctionnait selon des principes totalement différents de l'agriculture conventionnelle. L'agriculture moderne lutte contre la nature. Nous défrichons les terres, détruisant les écosystèmes existants. Nous pratiquons la monoculture, une seule espèce cultivée sur de vastes étendues. Nous utilisons des engrais pour compenser les carences en nutriments. Nous pulvérisons des pesticides pour éliminer les organismes qui réguleraient naturellement nos cultures. Le résultat est productif à court terme, mais destructeur à long terme. Appauvrissement des sols, effondrement des écosystèmes, dépendance accrue aux intrants chimiques, et un système qui exige des efforts toujours plus importants pour maintenir des rendements toujours plus précaires. L'approche tartare, si les preuves sont correctement interprétées, travaillaient avec la nature plutôt que contre elle. Au lieu de défricher des terres, ils ont créé des environnements propices à la culture. Les serres et les conservatoires n'étaient pas de simples abris contre les intempéries. C'étaient de véritables écosystèmes, des systèmes fermés ou semi-fermés, où plantes, insectes, micro-organismes et facteurs environnementaux
interagissaient pour produire une abondance de vie. Au lieu de monoculture, ils pratiquaient une polyculture sophistiquée. Plusieurs espèces poussaient ensemble, chacune soutenant les autres. Les plantes fixatrices d'azote enrichissaient le sol pour les plantes gourmandes en nutriments. Les espèces répulsives contre les ravageurs protégeaient les cultures vulnérables. Les couvre-sols retenaient l'humidité et limitaient la pousse des mauvaises herbes. Au lieu de lutter contre les cycles naturels qui régissent la croissance des plantes, ils les ont optimisés. Ils ont compris précisément quelles conditions permettaient d'obtenir un rendement maximal avec un minimum d'intervention. Ils ont créé des environnements où les plantes poussaient pratiquement d'elles-mêmes. Les systèmes énergétiques que nous avons documentés lors de précédentes enquêtes auraient été essentiels à cette technologie agricole. Les plantes ont besoin de lumière. Les structures de verre sophistiquées ont capté et concentré l'énergie solaire, créant des conditions de croissance plus intenses que la lumière naturelle du soleil. Les plantes ont besoin de chaleur. Cette technologie de chauffage atmosphérique permet apparemment de maintenir des températures optimales, quelles que soient les conditions météorologiques extérieures, sans combustible. Les plantes ont besoin d'eau. Les données suggèrent l'existence de systèmes d'irrigation sophistiqués qui collectent, purifient et distribuent l'eau avec une intervention humaine minimale. Et les plantes ont besoin de nutriments. C'est là que la technologie devient la plus intéressante. Les systèmes hydroponiques modernes permettent de cultiver des plantes sans terre, en apportant les nutriments directement aux racines grâce à une solution nutritive. Cette technologie, développée au XXe siècle, est considérée comme avancée. Or, les descriptions du fonctionnement des serres au XIXe siècle font référence à des systèmes de culture étonnamment similaires. Des plantes cultivées dans l'eau plutôt que dans la terre, des nutriments acheminés par des systèmes de circulation et des racines suspendues dans des solutions oxygénées. Les Tartariens pratiquaient-ils l'hydroponie avant que nous ne l'inventions soi-disant? Leurs serres étaient-elles équipées de technologies de culture que nous n'avons redécouvertes que récemment? Les systèmes de plomberie complexes visibles dans les serres encore existantes le confirment. Tuyaux, canaux et réservoirs dont la fonction a été expliquée comme l'alimentation de fontaines ornementales, mais dont la distribution correspond davantage à des systèmes de culture productifs qu'à des jeux d'eau décoratifs. L'ampleur de la production potentielle de tels systèmes est difficile à appréhender pour les esprits modernes. L'agriculture conventionnelle produit peut-être quelques tonnes de légumes par hectare et par an. Le rendement dépend des conditions météorologiques, de la qualité du sol, de la pression des ravageurs et de nombreux autres facteurs indépendants de la volonté de l'agriculteur. L'agriculture en environnement contrôlé grâce aux technologies modernes peut produire 50 à 100 fois plus de rendement que l'agriculture conventionnelle. Un même hectare, couvert d'une serre sophistiquée, produit autant de nourriture que 100 hectares de champs ouverts. Si la technologie des serres tartares égalait ou surpassait les capacités des environnements contrôlés modernes, les implications seraient stupéfiantes. Une seule grande serre pourrait produire autant de nourriture qu'une exploitation agricole importante. Un réseau de serres réparties dans toute une ville pourrait nourrir sa population entière grâce à des structures occupant une surface infime par rapport à celle nécessaire à l'agriculture conventionnelle. Les grandes serres qui ont vu le jour dans toutes les grandes villes n'étaient pas seulement capables de nourrir les populations urbaines, elles ont été conçues à cette fin. L'explication ornementale n'est qu'un prétexte pour dissimuler des structures dont la véritable vocation était la production alimentaire urbaine. Cette interprétation explique des anomalies dans les archives historiques qui, autrement, n'auraient aucun sens. Comment les villes ont-elles pu atteindre une telle taille avant que les transports modernes ne rendent possible l'approvisionnement alimentaire sur de longues distances? Elles se nourrissaient localement, grâce à des systèmes de serres qui produisaient des rendements énormes sur de petites surfaces. Pourquoi toutes les grandes villes ont-elles investi dans des structures de verre élaborées à la même époque? Elles ne développaient pas indépendamment le même passe-temps. Elles mettaient en œuvre le même système agricole. Pourquoi les descriptions de serres du XIXe siècle qui nous sont parvenues mentionnent-elles des ateliers de production en plus des espaces d'exposition? Parce que la production était leur fonction première. L'exposition n'était qu'un prétexte. Pourquoi les jardins botaniques disposaient-ils d'infrastructures aussi sophistiquées? Parce qu'ils ne se contentaient pas de collectionner des plantes, ils produisaient aussi des aliments. Tout s'éclaire lorsqu'on abandonne l'idée que ces structures étaient purement ornementales. Elles prennent tout leur sens dès lors qu'on les identifie comme des infrastructures agricoles. La destruction de ce système aurait été catastrophique si les villes dépendaient de réseaux de serres pour leur production alimentaire. La destruction de ces réseaux entraînerait la destruction de l'approvisionnement alimentaire. Des populations qui se nourrissaient grâce à une agriculture locale sophistiquée seraient soudainement confrontées à la famine.
Les famines qui jalonnent l'histoire du XIXe siècle prennent une nouvelle signification à la lumière de cette perspective. La grande famine irlandaise des années 1840 a fait plus d'1 million de morts et des millions de déplacés. La version officielle attribue ces décès au mildiou de la pomme de terre, qui a ravagé la récolte dont dépendaient les paysans irlandais. Mais l'Irlande ne se résumait pas à des pommes de terre. Elle disposait d'importantes ressources agricoles. Le mildiou, à lui seul, n'aurait pas dû provoquer une famine d'une telle ampleur, à moins que le fléau ne s'accompagne d'autre chose: la destruction des infrastructures agricoles qui complétaient l'agriculture conventionnelle, la disparition des serres qui contribuaient à nourrir la population. Des famines similaires ont frappé l'Europe et l'Asie durant la même période. Russie, Inde, Chine, des millions de personnes sont mortes de pénuries alimentaires que l'histoire officielle peine à expliquer, compte tenu des ressources agricoles supposément disponibles. Et si ces famines n'étaient pas des catastrophes naturelles, et si elles étaient la conséquence d'une destruction délibérée, l'élimination des techniques agricoles tartares aurait-elle laissé des populations dépendantes de méthodes agricoles primitives, incapables de les faire vivre? La transition de l'agriculture tartare à l'agriculture conventionnelle expliquerait le dépeuplement rural qui a caractérisé le XIXe siècle. On nous explique que l'industrialisation a attiré les travailleurs des fermes vers les usines. L'efficacité des machines agricoles a entraîné une diminution du nombre d'agriculteurs nécessaires. Les populations rurales ont migré vers les villes à la recherche d'un emploi en usine. Mais ce récit inverse la causalité. Si les systèmes de conservation urbains étaient détruits, les villes auraient soudainement besoin de se nourrir de sources conventionnelles. La demande de produits agricoles exploserait. Or, l'agriculture conventionnelle est gourmande en main-d'œuvre. Produire suffisamment de nourriture par des méthodes traditionnelles exige un effort humain considérable. Le dépeuplement rural ne reflète pas forcément un choix des travailleurs de quitter les exploitations agricoles. Il pourrait plutôt refléter une main-d'œuvre agricole forcée, une tentative désespérée de remplacer la perte de production des serres par un travail agricole énergique. La chronologie corrobore cette interprétation. Les grandes famines ont précédé les grandes migrations. Les populations, affamées, ont migré, non pas grâce aux opportunités offertes par les usines, mais parce que la destruction des systèmes agricoles ne leur laissait aucun autre choix. Les connaissances relatives à l'agriculture tartare auraient été réprimées, de même que d'autres technologies dangereuses. Nos enquêtes précédentes ont mis en lumière l'effacement systématique des sciences et des techniques tartares. Les témoins ont été internés, les archives détruites, les récits alternatifs pathologisés. Le savoir agricole aurait été une cible prioritaire. Si les gens comprenaient le fonctionnement des anciens systèmes, ils pourraient tenter de les reconstruire. Ils pourraient refuser le labeur éreintant de l'agriculture conventionnelle en sachant qu'une autre voie était possible. Cette suppression apparaît dans la manière dont les connaissances botaniques ont été restructurées au cours du XIXe siècle. Avant cette période, la connaissance des plantes était pratique. Les herboristes et les jardiniers savaient cultiver des aliments, fabriquer des remèdes et travailler la nature de manière productive. Leur savoir était empirique, transmis par la pratique et l'apprentissage. La nouvelle science botanique qui a émergé était théorique. Système de classification, non latin, études académiques déconnectées de la pratique, un savoir confiné aux universités plutôt qu'aux jardins. Cette transition est généralement présentée comme un progrès, le passage d'un savoir populaire primitif à une science sophistiquée. Et si cette transition servait à un autre but? Et si la botanique académique remplaçait le savoir pratique précisément parce que ce dernier était dangereux, parce que les personnes qui savaient cultiver efficacement la nourriture ne pouvaient être contrôlées par la pénurie alimentaire? Les jardins botaniques, autrefois centres de production, devinrent des espaces d'exposition et des instituts de recherche. Les serres qui approvisionnaient les villes se muèrent en joyaux ornementaux. Le savoir pratique de l'agriculture tartare céda la place à un savoir théorique, inoffensif pour le nouvel ordre établi. Des traces de ce savoir ancien subsistent dans des endroits inattendus. Le mouvement de l'agriculture biodynamique, fondé dans les années 1920, intègre des principes qui peuvent paraître étranges d'un point de vue scientifique conventionnel. Les semis, en fonction des cycles lunaires, la conception du sol comme un organisme vivant et la perception des exploitations agricoles comme des écosystèmes complets plutôt que comme de simples installations de production. Ces principes sont rejetés comme du mysticisme par l'agriculture conventionnelle. Pourtant, ils correspondent remarquablement bien à ce que les données suggèrent concernant les méthodes de culture tartare: travailler avec les systèmes naturels plutôt que de les combattre, comprendre les dimensions énergétiques de la croissance des plantes et créer les conditions propices à l'abondance, sans avoir à la forcer. Le mouvement de la permaculture, apparu dans les années 1970, a redécouvert nombre de ces mêmes principes. Concevoir des systèmes de culture autonomes,
Optimiser les fonctions de chaque élément pour qu'ils remplissent plusieurs fonctions et minimiser les intrants tout en maximisant les extrants grâce à une conception intelligente. Les adeptes de la permaculture obtiennent régulièrement des rendements que les agriculteurs conventionnels jugent impossibles. Des jardins qui produisent une abondance de nourriture avec un minimum d'efforts. Des systèmes qui s'améliorent avec le temps au lieu de s'épuiser. Ces mouvements visaient-ils à retrouver un savoir perdu? Leurs fondateurs avaient-ils accès à une compréhension qui avait été délibérément occultée? Leurs méthodes correspondent au schéma mis en évidence par les données agricoles tartares. Les principes fonctionnent en pratique, contrairement à ce que prévoit la théorie classique. Il y a quelque chose dans ce savoir qui perdure. Malgré la répression, malgré le ridicule, malgré les efforts acharnés pour faire oublier qu'une autre voie est possible. Les fermes urbaines et les jardins communautaires qui ont proliféré ces dernières décennies pourraient pas représenter une réappropriation intuitive des principes tartares. Les citadins se sentent attirés par le jardinage, non pas par nécessité économique. Les citadins modernes peuvent facilement se procurer de la nourriture, mais parce que cultiver des plantes répond à un besoin que la vie moderne ne comble pas. Les espaces de culture urbains produisent régulièrement des récoltes qui surprennent leurs créateurs. De petites parcelles génèrent une abondance qui semble disproportionnée à leur taille. Des jardins prospèrent malgré des conditions qui devraient ne compromettre leur réussite. Les explications avancées sont généralement dédaigneuses. Coup de chance du débutant, microclimat favorable, l'enthousiasme des nouveaux jardiniers compensant leur manque d'expérience. Et si les espaces urbains produisaient tout simplement de meilleurs aliments que les exploitations agricoles rurales? Et si les villes, avec leur énergie humaine concentrée et leurs environnements modifiés, offraient en réalité des conditions de culture supérieures? Les serres tartares étaient urbaines, leur système agricole était ancré dans la ville. Il y a peut-être quelque chose, dans les environnements urbains, qui favorise une production alimentaire sophistiquée, d'une manière dont nous n'avons pas conscience. Les serres qui subsistent sont redécouvertes à des fins productives. Partout en Europe et en Amérique du Nord, des serres abandonnées sont réhabilitées. Non pas comme sites patrimoniaux ou attractions touristiques, mais comme espaces de production agricole. Des fermes urbaines occupent des structures qui n'ont pas produit de nourriture depuis plus d'un siècle, et ils produisent, remarquablement, des rendements qui dépassent les prévisions, des saisons de croissance qui s'étendent bien au-delà de ce que le climat devrait permettre, des cultures qui prospèrent dans des conditions qui devraient les limiter. Ces structures conservent de la mémoire de leur vocation. Les mécanismes qui les ont rendues productives fonctionnent encore. Les serres ont toujours la vocation de produire des aliments, et lorsqu'on leur en donne l'occasion, elles sont à la hauteur. Il ne s'agit pas de mysticisme, mais d'une observation pratique. Les serres ont été conçues comme des systèmes de culture. Leur conception optimise les conditions de croissance. Utilisées à cette fin, elles sont plus performantes que les structures modernes, construites dans le même but. Nous redécouvrons par hasard ce qui avait été délibérément caché. La capacité productive que les interprétations ornementales occultaient redevient visible. Que signifierait la restauration complète de la technologie agricole tartare? Imaginez des villes autosuffisantes, des serres urbaines produisant des aliments frais toute l'année, accessibles à pied, pour chaque habitant. Pas de transport longue distance, pas de transformation industrielle, pas de chaîne d'approvisionnement vulnérable aux perturbations. Imaginez une agriculture sans labeur éreintant, des systèmes de culture autonomes, des récoltes quasi automatiques, une production alimentaire ne nécessitant que quelques heures par semaine au lieu de travailler sans relâche du matin au soir. Imaginez l'abondance sans destruction, une agriculture qui enrichit les sols au lieu de les épuiser, une production qui renforce les écosystèmes au lieu de les détruire, une agriculture qui soigne la planète au lieu de la ravager. Il ne s'agit pas de fantaisie, c'est ce que les preuves suggèrent avoir réellement existé. Les jardins de Tartarie nourrissaient des millions de personnes avec un minimum d'efforts. La technologie fonctionnait, le système était opérationnel, et il pourrait de nouveau fonctionner. Les principes ne sont pas perdus, seulement occultés. Le savoir n'a pas disparu, seulement enfoui. Dans de nombreuses villes, les édifices sont encore debout, attendant d'être utilisés conformément à leur vocation première. La guérison commence par la prise de conscience de la réalité. Les grandes serres de votre ville n'étaient pas des luxes ornementaux, c'étaient des infrastructures agricoles. Les jardins botaniques n'étaient pas seulement des collections scientifiques, c'étaient des systèmes de production agricole. Les serres sophistiquées qui parsèment le paysage urbain n'étaient pas l'expression d'une fantaisie victorienne. Elles étaient les vestiges d'un système alimentaire qui faisait paraître l'agriculture moderne primitive. Une fois qu'on les a vus pour ce qu'ils étaient,
On ne peut plus faire comme si de rien n'était. Les charpentes métalliques sont conçues pour supporter une surface vitrée maximale. Les systèmes de ventilation sont optimisés pour la régulation climatique. L'infrastructure d'irrigation est intégrée à la conception. Les microclimats sont créés grâce à une gestion environnementale sophistiquée. Il ne s'agissait pas de choix décoratifs, mais d'exigences fonctionnelles, de décisions d'ingénierie prises pour optimiser la production alimentaire en milieu urbain. Les Tartariens ont révolutionné l'agriculture urbaine. Ils ont créé des systèmes qui nourrissaient les villes sans exploitations agricoles. Ils ont développé des technologies qui ont rendu l'agriculture conventionnelle obsolète. Et lorsque leur civilisation s'est effondrée, cette technologie a été rebaptisée ornementale. Les serres sont toujours là, elles attendent. Certains sont conservés comme sites patrimoniaux, leurs capacités productives oubliées. Certaines sont abandonnées, leurs vitres brisées et leurs cadres rouillés. Certaines ont été démolies, leur ingénierie irremplaçable détruite pour faire place à des parkings. Mais beaucoup survivent, et chacune d'elles recèle le potentiel de produire des aliments à une échelle qui stupéfierait les urbanistes modernes. Une seule grande serre, correctement gérée, pourrait nourrir des milliers de personnes. Un réseau de serres pourrait rendre une ville totalement autosuffisante sur le plan alimentaire. La technologie existe, l'infrastructure existe. Le savoir, bien que refoulé, subsiste sous forme de fragments et peut être récupéré. Ce qui manque, c'est la volonté de l'utiliser. Parce que l'autosuffisance alimentaire menace les structures de pouvoir fondées sur le contrôle de l'alimentation. Parce qu'une production locale abondante fragilise les systèmes qui profitent de la rareté et de l'éloignement. Parce que les jardins de Tartarie incarnent un monde où les individus ne dépendent pas de systèmes qu'ils ne maîtrisent pas. La journée de travail en Tartarie impliquait un minimum de travail agricole, car l'agriculture tartare nécessitait un minimum de main-d'œuvre. Les cités tartares se nourrissaient d'elles-mêmes, car la technologie tartare rendait l'autosuffisance alimentaire simple. Le monde tartare fonctionnait différemment, car les systèmes tartares rendaient impossible un fonctionnement différent. Nous avons hérité des ruines de ce monde. On nous a dit que ces ruines étaient ornementales. On nous a appris que le labeur agricole éreintant que nous endurons est naturel et inévitable. Mais les serres racontent une histoire différente. Les jardins botaniques racontent une histoire différente. Les serres, les palmeraies et les palais de cristal racontent une autre histoire. Ils racontent l'histoire d'une civilisation qui a résolu le problème de l'alimentation, qui a créé l'abondance sans effort, qui a nourri des millions de personnes grâce à une technologie si sophistiquée qu'on en a oublié qu'il s'agissait de technologie. Les jardins de Tartarie existaient, les preuves nous entourent, et ce savoir, bien que caché, peut être retrouvé. Parce que les maisons de verre sont toujours debout, et ils attendent toujours pour nous nourrir,